Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime traverser le temps comme pour aller chercher un bon café, mais extrêmement rapidement. Et parlons d'un projet de cinéma qui a mis énormément de temps à débarquer, qui a mis beaucoup de temps, que ce soit à cause de son acteur qui fait n'importe quoi, que ce soit à cause de son studio qui fait n'importe quoi, que ce soit à cause d'exécutifs qui ne savent pas du tout comment vendre le film. Mais donc le voici, The Flash, version 2023, réalisé par Andy Muschietti. Et l'histoire, c'est celle de Barry Allen, que l'on retrouve après tous les événements que l'on connaît, notamment au travers de la Justice League, et qui, en collaborant avec la Justice League, se retrouve à se poser la question de est-ce qu'il ne pourrait pas se servir de ses pouvoirs, notamment ceux de lui permettant de voyager dans le temps, pour peut-être retourner à l'origine de ce qui est son trouble de vie, la mort de sa mère. Et je vais juste vous poser ça, parce que je pense qu'il est intéressant de découvrir le film pour ce qu'il est par la suite, c'est-à-dire une grosse péripétie pleine d'aventures que les bandes annonces nous ont entièrement spoilé. Pour en parler avec moi, mon expert du multivers, j'ai envie de t'appeler, parce que entre le dernier Doctor Strange, entre Everything Everywhere All At Once et Ouais, c'est maintenant vrai, The ouais. Flash, tu es mon expert du multivers. Comment vas-tu, Kevin? Ça va et toi? Écoute, ce projet, je le disais en intro, et je pense que tu vas être d'accord avec moi sur ce point-là, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, parce Ouais, que le film avait déjà une première bande-annonce qui était sortie il y a plus de 2 ans. Ensuite, on a eu des reports constamment, on a eu les déboires de tournage qui nous ont été présentés comme étant un espèce de feuilleton constant, que ce mhm. soit entre Ezra Miller qui se fait arrêter par la police et qui du coup peut peut-être pas faire toute une série de prises pour le film et qui du coup met en péril la production, le changement des exécutifs au sein de Warner incitant un peu le studio à se dire peut-être qu'on va abandonner ce projet comme Bad Girl parce que personne n'en veut. À côté, l'impression que le film met beaucoup trop de temps à arriver, qu'on nous rebalance, qu'il y a eu une première version, tout le monde a détesté, maintenant il y a une nouvelle version, ça a l'air de passer, puis il y a Tom Cruise qui dit hey, c'est trop bien, faut aller le voir, donc du coup il y a une espèce de hype qui sort un peu de nulle part. Le film a connu tout ce qu'il peut y avoir de pire pour un blockbuster. Vraiment, je pense tout ce qu'il peut y avoir de pire. Une communication pourrie, des bandes annonces montrant trop de choses, une espèce d'ambiance globale qui donnait un peu l'impression que ça allait être un bordel phénoménal sans cohérence. Et c'est là que je me tourne vers toi, Kevin. Mhm. Finalement, The Flash, ça donne quoi? Et il y a quand même des choses à sauver. Et c'est pas si catastrophique que ça. Il y avait même des bonnes choses. Euh, Après, en soi, on en a déjà parlé, mais c'est extrêmement laid visuellement. Il y a des choses qui sont plutôt bien faites, mais elles sont assez minimes. Mais sinon, pour l'histoire en soi, qui peut paraître enfin, d'une simplicité au départ, c'est quand même vachement sympathique à suivre. Et voilà, c'est pas si mal dans le fond. Donc il y a quand même des bonnes choses, hein. T'en parlais tout à l'heure, des bons mouvements de caméra. Moi, je trouve qu'il y avait même des belles chorégraphies de combat parfois Mhm. aussi. Et puis même, je trouve que les persos, ça passe bien. Vu qu'il y a deux Barry, j'aime bien le développement du deuxième où on voit son changement de comportement tout au long du film. Non, il y a quand même des choses sympathiques à regarder dedans. Il y a des trucs qui sont très drôles. Mais en soi, oui, parfois les effets visuels ne vont pas gâcher l'histoire d'un film. Mais le problème ici, c'est que il y en a beaucoup des effets visuels et c'est pas beau du tout. Et on sort quand même du film, hein. Comme tu disais, on est un peu. Des fois, l'immersion elle est compliquée parce que c'est pas beau, du coup on est là à dire quand même là c'est un peu abusé. Donc voilà. Après en soi, on t'en ressort et c'est pas si mauvais. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. On est sur un divertissement qui a de l'ambition, certainement trop. Et c'est une bonne manière de synthétiser, en fait, je pense, ce qui se passe sur ce type de projet. C'est-à-dire qu'on a un auteur qui a envie de nous montrer plein de choses, de constamment en faire des caisses, de constamment aller plus loin encore. Sauf que derrière, il n'a pas, entre guillemets, le budget. Mais j'ai envie de dire avec 200 millions, c'est un peu étonnant. Mais en tout cas, je Ouais. pense qu'il n'a pas les possibilités à la hauteur de ce qu'il a envie de concrètement nous montrer. Et on Mhm. se retrouve avec cette impression que le film manque de crédibilité par rapport à ce qu'il cherche à nous montrer. Ça, on aura bien l'occasion de l'évoquer au travers de la mise en scène, mais je pense qu'Andy Muschietti a oublié l'idée de crédibilité à l'écran
pour partir dans quelque chose qui est plus à la hauteur de ce qu'il a réellement envie de nous montrer. Ouais. Mais la balance du coup n'y est pas parce que ben ça se voit. Et le problème c'est que quand ça se voit, eh ben, ça peut vraiment être très moche. Bah, Et ce film est par moments extrêmement laid. c'est le problème aussi, c'est que des fois, le film, en soi, hein, pas le film en général, un film en général, quand il a trop d'ambition visuelle, ben, des fois il y a des limites derrière. Ou alors le meilleur format d'adaptation, c'est l'animation. Tout à fait. Là, par contre, tu peux laisser libre cours à ton imagination sur tout ce que tu veux, hein, la couleur, les plans, la géométrie des plans, plein de trucs. Je pense que c'est en ça aussi que les Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the voilà, Spider-Verse, ouais. sont des réussites totales. C'est que les films d'animation, si tu les faisais en film, en live action, n'auraient pas la même qualité, je pense, à la fin. Et je pense que si on pouvait transposer un film comme The Flash mais en animation, bah peut-être que ce serait encore plus qualitatif parce qu'on on garderait la même histoire que l'on a eue, mais on a une liberté de créativité derrière euh, pour tout ce qui est visuel, Tout à fait. et du coup on augmente le niveau parce qu'en soi le film il est pas nul, mais voilà, c'est vraiment l'image qui gâche tout quoi. Ouais. Et en plus avec un gros budget comme tu dis, mais le truc c'est que si tu veux partir dans des délires de fou et un personnage comme ça t'es obligé pour montrer ses pouvoirs. Donc ouais, évidemment, tu dépenses énormément d'argent dans des scènes d'action, hein. Ah, ça c'est clair. Mais comme tu l'as dit, derrière, on a une histoire quand même qui est intéressante, qui se tient, qui arrive à avoir une vraie envergure dramatique tout en restant à hauteur de personnage. Et ça, c'est la grande qualité, je trouve, de ce blockbuster. C'est de ne jamais oublier qu'on raconte avant tout l'histoire d'un personnage et pas Ouais, l'histoire d'un groupe de c'est personnages ça. ou l'histoire d'une grande histoire, comme c'est souvent le cas par exemple avec Marvel, qui a tendance à oublier de se recentrer sur les protagonistes et qui oublie un petit peu justement l'intime pour du grandiose. Ouais, Là, c'est pas le cas. On garde cette intimité, on garde cette crédibilité, cette accroche au personnage. Et c'est vrai. voilà, il y a une mise en scène qui est particulière derrière, mais c'est quand même un film qui est une proposition et qui est une proposition qui va tout de même assez loin, je trouve, dans son genre. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Mhm. Donc le scénario est écrit... Alors, la seule scénariste qui est créditée ici, c'est Christina Hodson, qui est notamment aussi connue pour avoir écrit le fameux film Bad Girl qu'on aurait dû avoir, mais également Bumblebee. Elle a été aidée pour l'histoire, donc ici, par John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qui dernièrement nous ont offert l'adaptation de Donjons et Dragons. Mhm. Et il faut savoir que peu importe le site où vous allez, vous avez une batterie de scénaristes qui sont également cités pour des préversions. Donc par exemple Joby Arnold, qui a dernièrement scénarisé Transformers Rise of the Beasts, mais aussi Phil Lord et Chris Miller, qui étaient à l'origine supposés réaliser le projet, qui ont été évincés, tout comme ils avaient été évincés de Solo, A Star Wars Story, parce qu'ils ont une certaine idée du cinéma et que ça leur convient pas toujours. Et eux d'ailleurs, ils sont au scénario de Spider-Man, hein, en Exactement. ce moment en plus, hein. Comme quoi, tout est lié, putain. Mhm. Le scénar en fait souffre, le plus gros défaut qu'on peut reprocher au scénar, c'est qu'il souffre de cette impression que c'est un pot pourri de plein de scénaristes en fait qui se sont succédés les uns à la suite des autres pour livrer au final ce truc là. Enfin, moi ça me rappelle beaucoup ce qu'il y avait eu par exemple pour Bad Boys for Life où il y avait eu je crois 6-7 scénaristes qui s'étaient succédés pour au final qu'il n'y en ait que 2 de crédités et le pire restant Men in Black 3 où il y avait 12 scénaristes pour au final un seul de crédité. Mais Ouais. on sent que il y a un film et que ce film a constamment évolué au fur et à mesure des versions faites par les scénaristes. Bah c'est casse-gueule, hein, parce que soit ça peut être pas trop mal au final, soit ça peut être complètement raté. Et après, dans les exemples que tu as cités, ouais, Men in Black 3 était pas si catastrophique. Il devait être trop mal Exactement. d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est toujours un beau bordel, hein, c'est pas... Ah, Donc, je te bref. fais pas dire, putain. Mhm. Mais pour un film où visiblement il y a quand même 7 ou 8 scénaristes qui se sont succédés, il y a une cohérence et j'ai envie de Mhm. la saluer. Parce que Dieu sait que dans ce type de récit, on pourrait rapidement avoir l'impression que la cohérence, il la roule en boule et il la met à la poubelle en face. Il y a une cohérence dans la globalité de l'histoire et dans certaines thématiques qui sont évoquées. Et certes, ça reste un film entre guillemets de multivers. Donc l'objectif reste surtout de faire balader un personnage et de le faire rencontrer des situations qui vont être amusantes parce qu'il connaît une version d'un autre univers et là il va en découvrir une autre. Donc la base, le ressort principal de la dramaturgie, c'est ça. Mais derrière, on a une vraie accroche avec Barry Allen. Ouais. Avec Barry Allen. Ouais, franchement, ouais. Et du coup, le fait il y en ait deux, ça peut aussi, en vrai, donner plus d'impact parce que tu vas avoir deux comportements, deux chemins de vie différents, et du coup, les deux vont un peu évoluer de leur côté.
tout à Et fait. c'est ça qui donne un peu plus d'impact à son personnage aussi. C'est en parlant avec lui-même, enfin, concrètement. Hmm. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, la différence avec certains Marvel, c'est que l'histoire, elle reste enfin, on reste concentré sur l'histoire pour vraiment, enfin, s'attacher à ce dont on parle et pas juste regarder c'est beau, Pas ce qu'on machin. montre. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a tellement, dans les Marvel, il y a tellement de persos. De toute façon, depuis longtemps, il y a aucun développement. C'est un peu des personnages en carton, quoi. Mais là, pour le coup, ça fonctionne. Parce que même les personnages qu'ils rencontrent, il y en a très peu finalement. Et même eux, ils peuvent être intéressants et même attachants Hmm. ou autres. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ouais, complètement. Complètement. Et puis on est sur un. Moi, c'est bizarre, mais dans l'écriture et dans la manière de concevoir le tout, j'ai vraiment eu une vibe mi-80, début 90. Vraiment dans la Ah ouais? structure globale du récit, cette scène d'introduction qui est extrêmement longue, où on nous montre un petit peu à nouveau les pouvoirs de Flash, pour ensuite placer l'incidence dramatique, et ensuite s'amuser à créer un espèce d'immense parcours. En un sens, ça m'a rappelé ce qu'étaient parfois certains vieux Star Trek, tu vois. Les vieux Ok. films Star Trek qui avaient une petite scène d'introduction, qu'on retrouve un petit peu dans les récents faits par J.J. Abrams et, euh, et ça y est, j'ai perdu le scénariste et Justin Lin. Ah oui. Ah oui, Et, c'est vrai, euh, c'est lui, ouais. et je trouve qu'il y a cette même idée de placer une petite scène d'intro pour recontextualiser le personnage, Mhm. et ensuite de mettre en place l'histoire, de mettre en place une incidence dramatique, de créer quelque chose, tout en ne perdant jamais de vue que ça doit rester autour du héros central. Et Ouais. qu'on ne doit pas perdre cet objectif, que le perso, au début, il est dans une certaine mentalité, à la fin, il aura évolué. Il aura changé et ça lui aura permis de voir un petit peu l'autre impact qu'il peut avoir, on va dire, sur son environnement. Mhm. Et j'aime cette idée-là parce que ça peut sembler anecdotique, mais du coup, ça permet un vrai impact émotionnel, un vrai jeu derrière humoristique, dramatique, émotionnel et comique avec le héros. Et ça permet à l'ambiance globale d'être beaucoup plus touchante, je trouve. Ouais, je suis d'accord. En plus, je suis en train de penser à ça, mais le film Le Flash, il sort, un film concentré sur un seul personnage, et il sort après plein de films où on l'a vu dedans. Tout à Et fait. ils auraient pu, pour un film solo, faire un truc beaucoup plus basique, pas forcément dans cette structure-là, tu vois, et faire un peu une origin story un peu chiante. Ouais, ils auraient pu faire comme ce qu'ils avaient fait. Alors, j'ai plus en tête, mais par exemple, le premier Aquaman restait un peu bizarre dans son genre en termes de dramaturgie parce qu'il faisait un peu comme si tout ce qui s'était passé dans le Justice League, parce Euh, qu'à ce moment-là, il était déjà Il était sorti. déjà. Ouais, tu vois, et Ouais. là c'est très linéaire parce que du coup, il y a vraiment la création du héros en soi. Hmm, Il passe d'un moins que rien à un super-héros. tout Et à là, fait. il est déjà ancré dans son histoire. Et du coup, on parle de son passé, mais en même temps, on met son passé dans une histoire qu'on va regarder. Donc en fait, c'est bien. Enfin, c'est intéressant dans la structure du film aussi, Hmm, tout comme à tu fait. disais. Tout à fait. Je te propose qu'on spoil un petit peu parce que c'est un peu dommage de révéler certains éléments dramatiques sans prévenir. Le petit timecode apparaît juste là. Mm. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, bon, c'est vraiment dommage que les bandes annonces aient spoilé l'arrivée du Batman de Michael Keaton, la présence d'une Supergirl qui est en fait la cousine donc De Kal-El. de Kal-El, Kara-El. Ouais. Euh, et également, le Kara film Zor. a une vraie dimension dramatique qui je trouvais très forte et qui est intéressant d'évoquer sans forcément trop spoiler la dramaturgie, puisque l'origine même en fait de ce voyage temporel, c'est donc sauver la mère de Barry Allen. Mm, mm. Et il y a tout un travail autour du film sur le fait de bouger un petit truc et que ça va avoir une immense incidence lorsqu'on touche à la vie et la mort. Et j'aime bien justement cette thématique, comme je te l'évoquais, parce que je trouve que dans la parabole qu'elle a lorsqu'on arrive à la fin du long métrage, où on découvre qu'en fait, il a remis le truc en normal, Mm, sauf mm. qu'il a modifié un petit élément qui va permettre à son père de ne pas aller en prison. Ouais. Je trouve ça beau parce que c'est une thématique qui peut sembler très anecdotique et qui au sein du film, à mon avis, m'a généré beaucoup de débats parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire mais il a quand même modifié un truc, c'est scandaleux, il a quand même foutu le bordel. Ouais, mais il a fait un petit truc et je trouve que la beauté du geste de juste faire en sorte que son père lève la tête Mm. et puisse partir de prison, c'est une belle évocation de juste, on peut modifier des choses, mais parfois il suffit juste de simplement laisser la vie vivre son cours Ouais. et juste faire en sorte que quelqu'un lève la tête. C'est très anecdotique, mais j'ai trouvé cette thématique très belle et très bien maîtrisée.
Ouais, puis il y a le côté aussi toujours un peu rédempteur d'accepter l'inacceptable, quoi. Tout à fait. Le personnage, en fait, c'est un peu le lien qu'il y a avec le personnage de Bruce Wayne, hein. Tu sais, il y a une discussion en même temps. L'incidence sur le fait que ce qui nous a forgé par le passé continue à nous forger dans le présent et dans Ouais, le futur. voilà, les expériences, bon, c'est hyper bateau ce que je dis, mais Oui, les complètement. expériences font ce que nous sommes maintenant, et du coup, on peut pas retourner dans le passé. Il a dit, faut pas que tu laisses cet événement déterminer qui tu es. Alors lui, il a clairement fait ça, pour le coup, mais c'est peut-être un peu un trigger warning pour lui dire, ne fais pas comme moi, Oui, tout à fait. peut-être. Mais ouais, il y a ce côté rédempteur d'accepter cette fatalité, et il est obligé de laisser sa mère mourir. Par contre, une petite chose pour permettre Mais il peut permettre à son père père de de... continuer à vivre et Voilà, vivre normalement. tout à fait, ouais. Mais c'est C'est très intelligent. en soi, c'est très beau comme finalité aussi. Et c'est une finalité, alors toi tu le sais pas encore, mais qui rejoint un petit peu ce qui est évoqué dans Across the Spider-Verse, où on a pareil un travail autour de l'incidence de modifier un élément qui va Oui, ainsi avoir un gros impact sur tout un ensemble d'éléments et sur tout un ensemble d'univers. Et je trouve ça très intelligent. Et en plus de ça, derrière, c'est un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais c'est un point vraiment important, je trouve, le film est extrêmement drôle. Et ouais, pas il est pas lourd, lourdingue. ouais, c'est vrai. Genre vraiment drôle, genre des bonnes blagues. Genre vraiment des blagues qui sont placées au bon endroit, au bon moment, et qui font vraiment rire. Mm. Et ça me semble bête, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un film de super-héros à me dire, bah il y a un vrai mélange des genres, et les blagues elles sont pas balancées à la truelle quoi. Ouais, et puis bah, après, derrière le personnage de Barry, il est un peu comme ça de base. Donc déjà, ça va donner du crédit à son comportement ou aux blagues et autres. Après, il y a des blagues d'autres personnages et tout, mais oui, c'est vrai que c'est plutôt drôle. Et puis en soi, la VF était pas mauvaise. Moi et non, Donc complètement. ça passe aussi. Ouais, clairement, tu sens la différence entre des blagues que certains films Marvel peuvent faire et des blagues qu'il y a là-dedans, quoi. Et après, il y a aussi un côté dramatique qui vient un peu contrebalancer. Tout à fait. Et du coup, le perso, le fait d'avoir deux Barry, ça aide énormément aussi à ça. C'est qu'on a un Barry qui a un vécu qui est beaucoup plus compliqué, du coup, il est pas tout le temps drôle, et voire quasiment jamais dans le film, et l'autre qui arrête pas de faire le con tout le temps. Et du coup, il y a un peu une espèce Tout à fait. de balance. Donc en fait, l'autre qui a rien vécu parce que il a tout eu dans son enfance, sa mère est encore vivante dans l'autre temporalité, ce qui veut dire qu'il prend tout à la légère. Et Mm, du coup, c'est un moyen aussi de faire passer toutes les blagues à travers son personnage. tout à fait. Et c'est bien fait. Ouais. Et puis comme tu dis, ça permet d'avoir un vrai jeu de caractère et un peu de contrebalancer le fait que lui-même, des fois, n'arrive pas à se faire rigoler. Ça rend le Ouais. truc parfois encore plus décalé. Mhm. Et c'est un très joli jeu de comédie, je trouve, qu'on retrouvait vraiment bah, dans les vieux films de John Hughes ou dans certains films un peu obscurs. Là, il y a forcément un film qui me revient en tête, mais c'est parce que Michael Keaton est présent. Mais il y a un film où Michael Keaton a plein de doubles chez lui. Et, Ok. et avec sa femme, et il se passe plein de quiproquos comme ça, avec des doubles ou des trucs comme ça. Mhm. Et j'ai pas par automatisme, je sais pas si la présence de Michael Keaton m'a fait penser à ça, mais j'ai retrouvé qu'il y avait le même esprit comique que dans ce film-là. Et je me Ok. suis dit, du coup, il y a un vrai jeu justement de décalage entre certaines situations. Il y a un vrai rapport justement de délire autour de bah, qu'est-ce qui se passerait si tu te retrouvais confronté à toi-même. Est-ce que tu te ferais des vannes ou est-ce qu'au contraire, t'arrêterais pas de te recadrer en mode bah, je comprends pourquoi les gens disent que je suis insupportable. Et je trouve que c'est un élément comique très basique, mais qui est tellement peu utilisé aujourd'hui, en tout cas qui n'est pas utilisé avec cohérence ou en tout cas avec crédibilité, qui ici du coup fait que ça fonctionne quoi. Ouais, c'est vrai. En termes de mise en scène, donc c'est Andy Muschietti qui est à la composition de ce film. Andy Muschietti à qui on doit pas beaucoup de longs métrages puisqu'il a donc réalisé Mama et on lui doit également les 2 chapitres de Ça Ouais. ou It et c'est tout. Andy Muschietti, sinon il n'a pas réalisé beaucoup de choses, il a réalisé quelques courts métrages, mais donc c'est son premier entre guillemets gros blockbuster. On sent que le bonhomme s'est fait un peu bouffer quand même parce que je trouve que sa patte identitaire, elle est très peu présente, mais après, étant donné que ses précédents films, c'était surtout des films d'horreur, Oui, tu peux c'est pas un comparer peu un peu. compliqué. Ouais. Après, j'ai toujours tendance à prendre cet exemple de James Wan qui, lui, arrivait quand même à prendre la patte qu'il avait dans ses films d'horreur et quand même à la retranscrire dans des blockbusters, genre Fast and Furious 7 ou même Non, Aquaman, j'en ai vu aucun, je peux où pas il te dire. avait quand même réussi à faire transpirer quelque chose. Mais Ouais. le film est intéressant dans sa manière de jouer avec le mouvement et dans sa composition des échelles. Ouais, ouais.
Parce que le film a souvent tendance à constamment mettre en relief des personnages par rapport à des échelles qui sont surdimensionnées. Moi j'ai un plan au tout début qui m'a beaucoup amusé, c'est Barry Allen qui est littéralement tout petit à côté de la voiture de Bruce Wayne qui par l'angle de caméra et par Ah l'objectif oui. utilisé semble immense, Mhm. littéralement prête à le manger. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans le film à avoir cette sensation de jeu autour d'échelle, de Ok. montrer que les personnages parfois on va se dire ah ils sont tout petits et en fait ils semblent gigantesques par rapport à ce qui se passe dans le cadre ou alors l'incidence qu'ils ont en étant petits elle est monstrueuse par rapport à tout ce qui se passe dans le cadre. Bon forcément il y a ce plan où on les voit tous les deux pied à pied qui se séparent et qui forment une Oui. espèce d'immense arc de cercle avec leur éclair. C'est impressionnant et niveau échelle c'est assez C'était saisissant. une scène plutôt bien faite, ça aussi. Oui Enfin, complètement. pas visuellement, mais ça, c'était assez joli quand même dans l'idée. Oui. Après, oui, alors j'ai pas vu forcément, j'ai pas remarqué un truc de gigantisme ou autre, mais après, ça peut peut-être fonctionner avec la bataille qu'on a à la fin Tout à fait. avec Zod et tout là, mais plutôt des mouvements de caméra, moi j'ai Mm. remarqué, mais ouais, après, on va dire qu'il prend le temps de montrer des scènes d'action ou de sauvetage dans le détail, quoi. Mm. C'est vraiment toute la scène du début où il sauve dans un immeuble des gens. Ça dure au moins 5 bonnes minutes. On voit tout en détail ce qu'il fait, quoi, tu vois. Mm. Il y a énormément de scènes en slow motion comme ça, ouais. Il y a plein de répliques aussi. Bon, c'était bon en slow motion. Oui, en plus, il y avait une réplique dessus, ouais, c'est vrai. Mais Ça, ouais, c'était non, non. marrant, ça. Mais je trouve il y a un très bon travail du rythme. Bon, le film fait Ouais, 2h24, ça se sent tout de même. oui, Mais il est important de préciser que je trouve qu'Andy Muschietti arrive vraiment à faire en sorte que son film, il soit bien rythmé, il soit intense, haletant, il arrive à bien avancer, il fasse pas du surplace. c'est Ce qui vrai. peut sembler hyper anecdotique et hyper bizarre lorsqu'on pense à Flash. Mais on pourrait se dire un mec qui va à 200 à l'heure, bah, peut-être qu'à un moment le film va pas réussir à être à la hauteur du 200 à l'heure. Et je trouve que c'est pas le cas, je trouve que le film avance constamment, arrive à être équilibré, arrive à être cohérent, nous propose des scènes d'action qui sont vraiment dantesques, qui utilisent des plans séquences mais jamais à outrance, toujours dans une bonne logique de composition à l'écran. Je pense à cette scène où on découvre Supergirl, entre Oui, guillemets, face au soleil. Il y a vraiment un travail du mouvement, moi, qui m'a impressionné dans cette scène. Même si elle démarre sur une échelle un petit peu étrange où on se retrouve limite à coller le torse de Batman avant d'arriver sur son poing qui se baisse et qui montre Supergirl. mhm, Mais je trouve que le reste de la scène, waouh, elle déboîte. ouais. Et en plus, les effets étaient pas trop moches sur Supergirl. Après, son perso, on le voit pas beaucoup, Mm, mais il est quand même. On arrive à avoir pas mal d'informations en très peu de temps sur elle, tout à fait. et du coup, on apporte une dose de drama très vite autour de son personnage. Mais ouais, le- toute sa guérison dès qu'elle est au soleil, etc. Mm, Mais tu parlais d'échelle, bah justement, la scène où on la voit s'éloigner avec tous les soldats, tu sais, ouais. elle est toute petite. Et Oui, là d'un c'est coup, vrai. hop, elle te fonce dessus, du coup il y a une échelle Ah, comme c'est ça. impressionnant. Mais ouais, tu as pointé du bout du doigt ce que j'allais enchaîner, c'est que malgré tous ses efforts, malgré toutes ses qualités de composition, Andy Muschietti est malheureusement un très mauvais graphiste. Et le film est laid. Ouais. Il est vraiment pas beau. Et alors c'est très compliqué du coup de dire que le film est réussi lorsque l'élément visuel qui nous pop en premier au visage nous donne par moments envie de nous arracher les yeux. Et encore une fois, il y a de l'ambition, il y a Mm. de l'idée. Je prends cette scène d'intro où on voit Flash traverser les trois quarts des États-Unis en 2 secondes, il y a de l'idée. Mais c'est moche. Et c'est pas la pire en plus, Et hein. c'est pas la pire. Bah, le pire, c'est vraiment toutes les scènes où on voit tout dans le détail, quoi, où tout est au ralenti parce qu'on voit du coup sa temporalité à lui. Et là, par contre, c'est très laid. Mais en plus de ça, enfin, je veux dire, des effets visuels qui peuvent être pas beaux, mais qui non plus ne sautent pas à l'œil. Il y en a, on va se dire, ouais, c'est pas très grave. Mais là, par contre, on voit vraiment que ça. C'est vraiment, on a l'impression que c'est de l'image de synthèse pure qui a même pas été retravaillée derrière par moment. Il y a vraiment. On dirait un jeu vidéo dans vraiment certains mouvements des personnages et tout. Complètement. Donc après, il y avait ce côté où on en parlait, où tu essayais de relativiser quand on parlait de remonter dans le temps. Mais bah Mais ouais, en fait, quand il remonte dans le temps, il y a une espèce d'esthétique qui est très particulière, faite en coupole, en arc de, enfin littéralement entourant le personnage avec des étages. ouais, Où pour moi, là, je pense qu'il y a une certaine ambition graphique qui est pas très belle, mais qui est marquée, est tellement marquée en fait que pour moi, elle est vraiment différente par rapport au reste. Moi, j'aurais plus tendance à dire, tu vois, de prendre un comparatif. Je trouve que dans beaucoup de scènes d'action, on a vraiment l'impression que
constamment il y a des doublures numériques. Oui, Et que c'est beaucoup oui, oui. d'acteurs, mais qui sont repris en 3D. Et moi, je prends Bah oui. toujours cet exemple de Matrix Reloaded, qui était sorti donc en 2002, qui avait la séquence avec tous les Monsieur Smith et Mhm. Neo. Ouais. Une grande partie, c'était des doublures 3D. Sauf qu'on était en 2002. On Ouais, était il y donc a plus de 20 ans. ça passe. Enfin, je veux dire, c'est Et ça différent. passait en Le plus. contexte, il est différent. C'est ça. Donc, Et là, ouais. se dire qu'en 2023, on a un peu le même système ou le même principe, et que du coup, ça se voit, ça crève les yeux, et Ouais. c'est limite un peu à vomir par moment, parce que vraiment, vraiment, c'est pas beau. Je me dis que c'est quand même un peu triste de voir un cinéaste qui, clairement, a de l'ambition, ne pas réussir à avoir les outils à la hauteur de son ambition. Mm. Alors peut-être C'est est-ce vrai. que c'est qu'il a voulu trop en faire, et alors dans ce cas-là, bah, c'est un peu compliqué à dire, mais on aurait presque envie de lui dire qu'il aurait fallu un exécutif derrière pour lui dire de se calmer. Ou est-ce Et qu'il y a une peut-être, question de timing aussi, ou est-ce peut-être? qu'il y a une question de timing, on Il y a sait pas. tellement eu de problématiques, du coup, comme tu disais, il y a eu un contexte avec le personnage, enfin l'acteur principal, des retards sur. Des Peut-être déboires que de prod, des trucs c'est comme ça. probable qu'en post-prod, il n'y ait pas eu de temps Ouais, nécessaire pour faire un beau travail derrière, hein. C'est peut-être, possible, hein. peut-être. Mais alors dans ce cas-là, ouais, c'est le gros souci, c'est que dans ce cas-là, autant attendre et laisser les graphistes peaufiner, Ouais, quitte à les payer un petit peu plus longtemps, et plutôt le que de se sortir à une autre retrouver avec des date. trucs Ouais. comme ça, quoi. Ouais, mais après, à mon avis, c'est genre le calendrier qui doit urger derrière parce que il y a d'autres films qu'on doit sortir, machin. Ça doit être que ça, hein, en vérité. Ça peut être ça. C'est Ouais. une des hypothèses, hein, Mais c'est dommage encore une fois parce que ça sent que le film reste intéressant en termes de composition et a vraiment un vrai regard, bon je dirais pas d'auteur non plus, mais un vrai regard de cinéaste et de metteur en scène qui a envie de proposer un blockbuster qui soit un peu atypique. Je veux dire, rien que le choix de Mhm. ce format, je veux dire, vous prenez les trois quarts des blockbusters aujourd'hui, c'est des films en scope. Là c'est un film qui est en flat. Il y a même plein de gens qui se sont posé la question de comment ça se fait que le format il est comme ça. Je veux dire, à partir du moment où tu as un cinéaste qui choisit d'avoir ce type de format-là, c'est qu'il a une ambition derrière. Ouais, Il a une envie de proposer un divertissement qui va avoir une gueule un peu différente de tout ce qu'on a l'habitude de voir. mais ça se sent, hein, Et voilà, et le de toute film a façon. une gueule différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Il a vraiment une patine, il a une esthétique, un truc particulier. Mhm. Mais ça suffit pas à en faire un beau film. Ça en fait un film un peu laid, mais avec de l'ambition, quoi. Tout à fait. Casting. Joli casting, soit dit en passant, parce que mine de rien, il y a quand même de sacrés acteurs. Alors, il est bon de dire que sur les trois quarts des pages, Ezra Miller n'est qu'en troisième position dans les acteurs cités, puisque Mhm. les premiers étant Sacha Calais et Ben Affleck, qui jouent respectivement Ouais. Supergirl et Batman. Ben Affleck qu'on ne voit pas non plus tant que ça. Non, plus au début du film, mais il reste assez en retrait, hein, quand même. Exactement, puisque le vrai Batman qui prend beaucoup de place à l'écran, c'est Michael Keaton. Ouais, tout à fait. C'est très plaisant. Je dirais que la boucle est bouclée depuis Birdman. Il y a vraiment eu une re-hype autour de Michael Keaton dans un costume. Qu'est-ce que ça donne? Et depuis Birdman, on se disait, bah, ça serait pas mal de le voir renfiler le costume de Batman. Bah Et la ouais, boucle est bouclée, j'ai envie de dire. pour le coup, c'est clairement un perso qui est très maîtrisé dans le film. Mm. Parce que vraiment, pour moi, une des meilleures scènes, c'était. Il y a une scène où il se bat, et les chorégraphies, je trouve qu'elles étaient Ouais. claquées. Avec la... C'est là, je fais, ok, bon là, ok, je dis oui. Ouais. Et puis même, tu as toujours une prestance, toutes les scènes où on le voit, bah, justement, les effets sont mieux réussis que le reste, du coup, ça donne encore plus de plaisir à les regarder. Et même son perso, voilà, bon, la finalité, vous verrez si vous regardez le film, mais il est vachement intéressant à suivre pour le peu qu'on le voit. Enfin, Tout à fait. euh, Tout à fait. Sacha Calais en Supergirl. Moi, je valide. ouais, Je la moi trouve aussi, bien. après, Pas exceptionnelle, mais elle est bien. Elle a ouais, une bonne petite prestance à l'écran et je trouve qu'elle arrive bah quand même ouais. bien à se détacher. Après, j'aurais préféré la voir un peu plus pour juger, Complètement. mais ça va, ouais. Ouais. Et après, dans les rôles plus tertiaires, on a Michael Shannon qui reprend du coup le rôle de Général Zod. Bon, visiblement à contre-cœur, puisque j'ai lu que ça ne l'avait pas plus fait kiffer que ça de reprendre le personnage. Mm. Mais disons qu'il est bien sans être exceptionnel. Ron Livingston dans le rôle du père de Barry, Henry, Ouais, est ouais. bien. J'aime beaucoup cet acteur, je trouve que vraiment il a une gueule. J'ai vu lui un peu. Oh oui, tu l'as déjà vu un peu partout Ouais, dans mais des après, séries, dans des films. son nom, je le connais pas, mais oui, après, on le voit très peu, mais oui, il joue bien, hein, Ouais, dedans. non, non, il joue Ouais. bien. Et après, c'est des rôles vraiment tertiaires, mais on a Jeremy Irons qui reprend Alfred, on a Andrzej Casey Traou Evans. qui reprend Faoura. Ouais, Qui est Faora, donc- ouais. C'est vraiment des rôles hyper tertiaires. Et il y a des caméos, mais qu'on ne vous révélera pas. Ouais, là, c'est drôle, là. Parce que les caméos sont vraiment très très bien gérés là pour le coup. C'est pas des caméos à la Multiverse of Madness, c'est des caméos qui je trouve sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus élégants et beaucoup plus maîtrisés. Ouais, et puis c'est surtout que j'ai l'impression que derrière, on voit une question d'hommage. Oui, complètement. Et du coup, là où ils sont implantés dans la scène, bah, en plus, la scène où ils sont dedans, elle est pas très joyeuse en soi.
Parce qu'on a quand même la finalité de l'histoire et du coup on se rend compte que c'est assez fataliste. Et du coup on voit tout ça et on fait ok, c'est plutôt plaisant. Et vu qu'ils ont énormément communiqué sur le film avec le fait qu'il y ait Michael Keaton, le fait qu'il y ait Supergirl au lieu de Superman. Qui est Ben Affleck aussi qui reprenne son personnage, alors qu'il est supposé un peu être sorti de le l'univers. fait qu'on n'ait pas parlé de eux, on va pas le dire du coup, au moins ça serait une vraie surprise. Exactement. Et Ezra Miller s'en sort bien. Bon, on ne juge pas le personnage en dehors des plateaux de tournage parce que voilà, il a ses affaires, mais il campe bien le personnage. Franchement, ouais, il est... Le doublon fonctionne à merveille, parce que là on peut parler d'une double performance quand même. Ah bah t'auras remarqué qu'il y a quand même un deep... il y a quand même une petite... sur son visage quand ils sont côte à côte. Exactement. Et ça se voit un peu. Et ça se voit et c'est pas beau. Ça se voit un peu, ouais. Mais ouais. Mais non, lui s'en sort très très bien, il a vraiment de bonnes scènes et je trouve qu'il a vraiment trouvé une bonne manière de s'accaparer le personnage. Ouais, il y a une espèce de maladresse dans le regard, il y a une incertitude, mais en même temps il est... il y a un petit côté toqué, quoi, il y a un petit côté personnage un peu... gars dans la réalité, ça peut-être. Oui, ça c'est possible, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, lui, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien, il est comme très très bien le personnage. Je suis d'accord, c'est vrai. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de ce The Flash version 2023 ? Et bah, je l'attendais un petit peu en vérité, parce que pourtant c'est pas un personnage que j'aime bien, mais quand j'ai vu les dernières images, je voulais aller le voir. J'en ressors avec une histoire sympathique à regarder, mais je retiendrai qu'il est pas beau du tout visuellement, mais que c'est pas si nul et qu'il y a des bonnes choses quand même derrière. Donc juste pour l'expérience et pour toutes les bonnes choses positives qu'on a dites du coup dans cette vidéo, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller le voir pour ça. Mais ce sera pas beau, mais ça vaut le coup quand même de le voir. Tout à fait résumé, c'est un bon divertissement, c'est pas un grand divertissement comme notre cher Thomas Croisière a tendance à un peu trop le dire, mais c'est un bon divertissement, bien fait, mais qui est laid, qui est daté, qui d'ici quelques années aura vraiment pris un coup de vieux en un temps record. Ouais, c'est clair. Mais c'est un film qui est bien foutu, qui je trouve pour tous les déboires de prod qu'il a eu s'en sort pas trop mal, vraiment s'en sort pas trop mal. Après, voilà, je pense qu'il faudra mettre certaines choses de côté pour pas non plus sortir complètement du film, mais ça reste une proposition de cinéma qui, au sein de l'univers d'ici, sort un petit peu du lot, arrive à sortir un petit peu sa patte, arrive à quand même avoir son identité, sa petite expérience, comme disait Kevin, c'est une très bonne manière de le résumer. C'est vraiment une expérience à part entière et c'est un blockbuster un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde super-héroïque. Qu'avec ça en tête, ouais, The Flash d'Andy Muschietti, je pense que vous n'avez pas passé un mauvais moment et vous avez compris, on vous le conseille. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette petite vidéo. À quand un prochain multivers, je ne sais pas, mais je sais qu'on se retrouvera très vite. Ça, je n'en doute pas. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et comme dirait un grand homme, ça fait mal à la bite. Les gens ils vont pas capter maintenant, ils capteront après. Ils capteront après.